40 mm d'acier britannique face aux meilleurs tueurs allemands. Sous Regève, notre char Valentine était surnommé la perforeuse. Il pouvait trouer du papier, mais il était inutile contre le blindage frontal des lourds Panzer. Selon toutes les lois de la physique, nous étions morts avant même le début du combat. L'ordre était simple et dément. Attaque frontale à travers l'argile détrempée. Ce n'était pas une bataille, c'était une exécution. C'est alors que le commandant a pris une décision qui a rayé le règlement d'un trait de plume. Nous nous sommes transformés en rats, acculés dans une fosse. Nous sommes devenus des fantômes dans un brouillard épais. Mais personne ne savait que cette petite boîte faible, tapie dans la boue, allait organiser une véritable chasse aux géants. C'est l'histoire de la victoire du calcul froid sur la force brute, et pourquoi il faut parfois devenir déserteur pendant 5 minutes pour gagner la guerre. La glaise de Regève, en novembre 1942, n'est pas simplement de la boue. C'est une substance qui dévore le métal et les hommes avec la même indifférence. Elle colmate les crampons, s'agglutine aux galets en motte pesant plusieurs poux et transforme tout mouvement en torture pour la transmission. Nous sommes stationnés dans une cuvette, couverts par un brouillard gris et humide qui, ici, semble ne jamais se dissiper. Mon char est un Valentine de 3e modification, un cadeau britannique du pré-bail. De l'extérieur, il a l'air presque d'un jouet sur fond de chants russes infinis, mais à l'intérieur, c'est une boîte en acier exigu qui sent le gasoil, la peau de mouton mouillée et la peur d'autrui. Autour de nous, c'est un cimetière. En regardant par l'épiscope, on peut distinguer des carcasses noires et tordues. Ce sont des T-70 et des BT, la cavalerie légère de l'armée rouge, qui a brûlé ici il y a une semaine. Leur blindage, 15-20 mm. Les canons anti-chars allemands les transperçaient à 1,5 km. Les équipages n'avaient même pas le temps de comprendre qu'ils étaient déjà morts. Nous sommes encore en vie. En vie uniquement parce que les ingénieurs britanniques, contrairement à nos concepteurs de chars légers, n'ont pas lésiné sur le fer. Le blindage frontal du Valentine fait 60 mm d'acier anglais de qualité. C'est plus que celui du légendaire T-34. C'est notre unique assurance. Mais cette assurance a un prix, et nous le payons à chaque seconde d'attente. Le pilote mécanicien, coincé dans son compartiment au centre de la caisse, coupe le moteur. Le diesel GMC se tait. Il tourne plus silencieusement que les moteurs rugissants de nos chars, plus doucement, plus intelligemment, si ce mot peut s'appliquer à une machine de mort. Mais le silence est maintenant plus dangereux que le bruit. Dans le silence, le froid pénètre jusqu'aux os instantanément. La technique britannique n'est pas conçue pour les gels russes. Le métal à l'intérieur de la caisse se couvre de givre. Nous sommes assis serrés les uns contre les autres. Mais l'exiguïté du Valentine, créé pour des tankistes anglais gringalets, devient insupportable quand on porte un pantalon ouaté, une veste matelassée et une pelisse. La tourelle est prévue pour 2, mais en tenue d'hiver, nous y sommes comme des sardines en boîte. Tout mouvement du coude est un coup dans les côtes du camarade ou sur la culasse du canon. « On va rester là encore longtemps, sergent ?» La voix du chargeur grince dans le laryngophone. Mes pieds gèlent, je ne sens plus mes doigts. Je regarde la culasse de notre calibre principal, 40 mm. Un canon de 2 livres. Dans les documents, on appelle ça « puissance de feu ». En réalité, c'est une condamnation. Nous n'avons pas d'obus explosifs. Aucun. La doctrine britannique ne prévoyait pas que le char dût lutter contre l'infanterie. Pour eux, le char est un chasseur de ses semblables. Nous sommes une perforeuse. Nous pouvons cribler la technique ennemie de plomb, mais nous sommes impuissants contre un nid de mitrailleuses enterrées ou une batterie anti-char. Pour tuer un Fritz à son canon, je dois le toucher directement avec un boulet.
Un coup direct avec un bloc de métal sur un homme, c'est absurde. C'est tirer sur des moineaux avec un fusil de précision, alors que le monde s'écroule autour de toi. On reste jusqu'alors, réponds-je sèchement. Mieux vaut geler que brûler. Regarde à droite, ce petit monticule. C'est la tourelle d'un T-60. Eux aussi voulaient probablement se réchauffer. Le chargeur se tait. Il connaît l'arithmétique de la survie aussi bien que moi. Nous connaissons tous les caractéristiques techniques de notre machine et celles de l'ennemi. Devant, sur la côte 208-0, les Allemands sont installés. Ils ont des Panzer de série 4, des modifications tardives avec des canons longs de 75 mm. Ils percent notre fameux front de 60 mm à 1 km. Et nous, notre cure-dent de 40 mm ne peut les prendre de face qu'à distance de pistolet. À 300 mètres, pas plus. Et encore, si on a la chance de toucher une plaque droite et non le mantelet du canon. Nous sommes des chatons aveugles face à des loups. Notre seule tactique, c'est la discrétion, la silhouette basse et la manœuvre. Mais quelle foutue manœuvre dans cette glaise où les chenilles s'enlisent jusqu'au garde-boue. Le sergent Korneev, c'est moi. On me considère chanceux, mais la chance n'y est pour rien. La guerre, c'est de la physique et de la géométrie. L'angle d'impact de l'obus sur le blindage, la vitesse de vol du boulet, la densité du sol, la visibilité dans le viseur. Je suis vivant parce que je sais compter. Je sais qu'une attaque héroïque de front sur ce secteur du front, c'est la mort garantie pour l'équipage et la perte du matériel. Un héros mort ne tirera plus. Un char brûlé ne retardera pas l'ennemi. Ma tâche est de préserver cette boîte en acier et les 3 vies à l'intérieur jusqu'au moment où nous pourrons infliger des dégâts réels. En attendant, nous sommes juste des cibles. À travers l'épiscope, on voit le brouillard gris rouler paresseusement par-dessus les parapets des tranchées. Quelque part au loin, à environ 3 km, un obusier tonne sourdement. Le son arrive avec retard, lourd, ouaté. C'est l'artillerie de réserve du commandement principal qui travaille. Mais cela ne nous soulage pas. Devant nous, une hauteur farcie de canons anti-chars, PAC 40. Ces canons sont la mort pour n'importe quel char. Leurs boucliers bas sont presque invisibles dans l'herbe d'automne et les broussailles. Ils tirent le premier coup dans la chenille pour immobiliser, le deuxième dans le flanc ou sous la tourelle. L'équipage qui évacue la machine touchée est fusillé à la mitrailleuse. C'est une chaîne de montage, une chaîne allemande efficace pour le recyclage des soviétiques et du métal du pré-bail. « Sergent !» dit de nouveau la voix du mécanicien. « Le moteur refroidit. Si on bouge maintenant, ça va fumer comme une locomotive. On le chauffe ?»« Négatif, tranchai-je. Ils verront la fumée, ils entendront le bruit. Les Allemands ne sont pas des idiots. Ils ont des observateurs avec des optiques Zeiss. S'ils voient l'échappement, ils nous couvriront de mortiers. On reste tranquille. On respire dans le col. » Le Valentine est étroit, mais fiable. Sa suspension est étonnante. Ressort et bogie absorbent les irrégularités de sorte que même sur les bosses, les dents ne claquent pas. Ce n'est pas un T-34, où, après une marche, la colonne vertébrale tombe dans le caleçon. Mais à quoi sert la douceur de roulement si nous sommes à l'arrêt? À quoi sert la qualité de l'assemblage si nous ne pouvons pas atteindre l'ennemi? Nous sommes otages d'un compromis de conception. On nous a créés pour le soutien de l'infanterie, on nous a donné du blindage pour avancer sous les balles, mais on a oublié de nous donner un obus pour détruire ces mitrailleuses. Nous partons au combat avec une perforeuse contre un mur de béton. J'essuie l'oculaire du périscope avec un chiffon. La condensation se dépose instantanément. À l'intérieur du char, l'humidité est de 100%. Ça sent le caoutchouc moisi du câblage et l'huile d'arme.
Les mains dans les gants s'engourdissent, mais on ne peut pas les enlever. Toucher le métal laisse une brûlure de froid. Nous attendons. La guerre consiste à 90% d'attente et de déplacement, et seulement à 10% de combat. Mais ce sont ces 10% qui déterminent si tu rentreras chez toi ou si tu feras partie du paysage de Rgève, comme ces gars dans les BT calcinés. Je les regarde et je vois mon futur possible. La suie noire sur le blindage, la tourelle arrachée et le silence. Un silence éternel que même l'ordre le plus bruyant ne troublera pas. Dans les terres, un crépitement de décharge statique. La radio 19, un autre cadeau des Britanniques. Elle fonctionne plus nettement que les nôtres, mais pour l'instant, les ondes sont saturées de bruit. À travers le grésillement, des bribes de phrases percent, les indicatifs des bataillons voisins. Quelqu'un crie, quelqu'un demande du feu. Nous nous taisons. Nous sommes la réserve d'une frappe qui pourrait ne jamais avoir lieu, ou arriver trop tôt. Je vérifie le râtelier à munitions. Rien que des boulets pleins, les nez noirs des traçants perforants. 50 pièces de ferraille inutiles contre l'infanterie et 50 chances de vie si nous rencontrons un char. L'essentiel est de le voir le premier. L'essentiel est d'être à distance de frappe. L'essentiel est de ne pas céder à la panique quand viendra l'ordre de mourir. Et il viendra. Je le sens avec ma peau, avec mon dos pressé contre le blindage glacé de la cloison du compartiment moteur. L'air s'épaissit, comme le brouillard dehors. Le temps cesse d'être linéaire. Il se fige, se transformant en une éternité d'attente, gluante et froide. Les écouteurs du casque explosent de grésillement, déchirant le silence ouaté de l'attente. C'est le son que je déteste le plus. Ce n'est pas le bruit du moteur qui promet le mouvement, ni le sifflement de l'obus qui promet la fin. C'est le son d'une voix humaine qui apporte la mort selon l'horaire. La voix du commandant de compagnie, le lieutenant principal Sokolov, perce à travers les parasites avec un fausset haut et brisé. Dans sa tonalité, il n'y a pas d'acier, seulement la corde vibrante de la peur et du désespoir d'un homme qu'on vient de menacer de cour martiale par en haut. « Boulot 1 ! À tous les boulots !» crie-t-il en avalant les fins de mots. « Écoutez l'ordre de combat. Repère 2, cote 208-0. Ennemi sur la crête. Mission, attaquer de front. Culbuter le barrage. Sortir sur la chaussée. Vitesse. Le principal, c'est la vitesse. Ne pas s'arrêter. Boulot, à vous !» Dans le char, un silence lourd et tangible s'installe. Je regarde le mécanicien. Son dos dans la veste ouatée se tend, ses épaules montent vers ses oreilles, comme s'il essayait de cacher sa tête dans son corps, telle une tortue. La cote 208-0. Sur la carte, ce n'est qu'une ligne fermée brune avec des chiffres. En réalité, c'est une colline chauve, balayée par les vents, transformée par les sapeurs allemands en bastion imprenable. Nous savons ce qu'il y a là-bas. La reconnaissance l'a rapporté hier encore, mais l'état-major du régiment a apparemment décidé que les marques au crayon sur le papier étaient plus importantes que les canons réels pointant hors de la terre. Il y a des PAC 40, des canons anti-chars allemands de 75 mm. Leur capacité de pénétration est de plus de 100 mm à une distance d'1 kilomètre. Pour eux, notre Valentine avec ses 60 mm de front est une boîte en carton. Pour eux, même le blindage incliné des T-34 de la compagnie n'est pas un problème. Et surtout, le sol. La pente de la hauteur est douce, longue, détrempée par les pluies d'automne. L'argile s'y est transformée en une graisse consistante, grasse et glissante. Un char n'ira pas vite là-bas. Il va ramper,
rugir de son moteur, cracher des nuages d'échappement noir, patiner des chenilles en arrachant le gazon et représenter une cible idéale, lente, de la taille d'une grange. Attaquer de front, chuchote le chargeur. Et dans ce chuchotement, il y a plus de compréhension tactique que dans tous les cris du commandant de compagnie. « Sergent, c'est un stand de tir. Ils vont nous dégommer comme des perdrix. » Je me tais. Que puis-je dire? Que le commandant est un idiot? Non, ce n'est pas un idiot. Sokolov comprend tout aussi bien que nous. Je l'ai entendu hurler dans la radio au colonel il y a une demi-heure, essayant d'expliquer que sans préparation d'artillerie et sans sapeur, nous allions y rester. Mais le colonel a besoin d'une case cochée dans le rapport du soir. Il lui faut la cote 208-0, prise à n'importe quel prix. Et le n'importe quel prix, c'est nous. C'est de la viande brûlée, du métal fondu et des avis de décès qui voleront vers l'arrière. Sokolov va à la mort le premier, sur son T-34 de commandement, et nous traîne derrière lui parce qu'il n'a pas le choix. Il a derrière lui l'ordre et l'officier du NKVD, et devant lui, les perforants allemands. Entre deux morts, il a choisi celle qui a de l'honneur. Je me souviens de la semaine passée. Le même secteur, juste plus à gauche, près du bosquet rond. La première compagnie y a attaqué. 10 machines, des T-70 légers et une paire de Stuart du pré-bail. Ils ont surgi à découvert de la même manière, sur l'ordre « Vitesse, ne pas s'arrêter !» Les Allemands les ont laissés approcher à 500 mètres. Ce n'était pas une bataille, c'était une exécution. J'ai vu aux jumelles la machine de tête s'embraser comme une boîte d'allumettes. Le moteur à essence du Stuart ne laisse aucune chance. Les autres ont commencé à s'agiter, à s'enliser, à présenter leurs flancs. En 7 minutes, 8 brasiers fumaient sur le champ. 2 ont rampé en arrière, traînant leurs chenilles déchirées. Personne n'est sorti sur la chaussée. Personne n'a culbuté le barrage. Simplement, 8 équipages ont cessé d'exister, transformés en statistiques de perte. Maintenant, c'est notre tour. Boulot 4, pourquoi tu ne réponds pas? La voix du commandant vire au hurlement. Korneev, bordel! Confirme la réception! J'appuie lentement sur le bouton du laryngophone. Un arceau froid comprime ma gorge. Je dois expulser les mots par la force. Ici, Boulot 4. Ordre reçu. Attaque de la cote 208-0. Terminé. Je relâche le bouton. Ma main dans le gant épais tremble. Pas de peur, non. De rage. De la rage froide et calculatrice d'un professionnel qu'on force à faire un travail d'amateur avec un outil qui n'est pas conçu pour ça. Mon 2 livres est un scalpel. Je dois m'approcher, trouver le point faible, frapper exactement dans le nœud nerveux. Et on m'oblige à utiliser ce scalpel comme une masse, à la volée, de front. Cela contredit toute la logique de la guerre, toute la physique de la pénétration de blindage, tout ce qu'on m'a appris à l'entraînement et ce que la vie m'a enseigné. Le mécanicien se retourne. Dans la pénombre du compartiment de combat, son visage est une tache blanche aux yeux écarquillés. Il attend un miracle de ma part. Il attend que je dise « Au diable, on fait demi-tour et on part ». Mais il sait que je ne dirai pas ça. Le règlement est écrit avec du sang, mais parfois on dirait qu'il est écrit pour que ce sang coule le plus possible. L'inexécution d'un ordre de combat en situation de combat, c'est le peloton d'exécution sur place. C'est plus simple que de brûler dans un char, plus rapide et moins douloureux. Mais c'est la honte. Et la honte pour un soldat russe est plus terrible que la mort, même aussi insensée. « Démarre, Rassia !» ordonnai-je. Ma voix sonne étrangère, ligneuse. Première vitesse, on ferme la marche. Garde une distance de 40 mètres avec le T-34 du commandant. S'il s'arrête, on doit avoir de la place pour manœuvrer. Le démarreur gémit
et le diesel du Valentine prend vie. Une vibration égale et basse traverse la caisse, le siège, directement dans la colonne vertébrale. C'est le pouls de la machine. Elle est prête. Elle ne sait pas qu'on l'amène à l'abattoir. Elle brûle simplement du gasoil, fait tourner des arbres, pousse de l'huile dans des tuyaux. Dans l'épiscope, je vois devant des nuages de fumée bleuâtre jaillir des buissons. C'est le T-34 de Sokolov qui a démarré. Sa caisse large et plate tressaute, les chenilles patinent dans la boue, projetant des lambeaux de terre, et le char, rugissant, rampe à découvert. Derrière lui, les autres s'ébranlent. Des T-60, petites boîtes agiles et totalement inutiles ici, avec leurs canons de 20 mm. Des T-70, avec leur couplage de moteurs automobiles qui calent de surchauffe ou de refroidissement excessif. Et nous, les Valentines, l'acier d'infanterie britannique. Nous rampons hors de l'abri comme un troupeau de bêtes condamnées qu'on a chassées de l'enclos. Le brouillard commence à se dissiper et c'est la pire chose qui pouvait arriver. La visibilité s'améliore. Pour nous, pour voir notre mort. Pour les Allemands, pour mieux viser. Je me colle au périscope. La côte 208-0 se dresse devant, masse grise et morne. Sur sa pente, noircissent des buissons et des taches rousses de terre retournées. Là est l'ennemi. Je ne vois pas les canons, je ne vois pas les hommes, mais je sens le regard. Un regard à travers le réticule d'une lunette Zeiss. Il nous voit. Il nous compte. 1, 2, 5, 7 cibles. Ils répartissent les cibles. Frappez le commandant en premier. En deuxième, celui de gauche. Ils attendent que nous approchions du repère où le terrain est pré-réglé. Là, près du boulot cassé. « Sergent, j'ai peur !» expire le chargeur. C'est tout un gamin, il a 19 ans. Il n'a pas encore compris que la peur est un carburant. Si on le brûle correctement, il donne de la concentration. Si on le laisse se répandre, il te brûle de l'intérieur avant que l'obus ne perce le blindage. Tu auras peur quand la tourelle sera bloquée, le coupai-je grossièrement. Pour l'instant, au travail. Perforant dans la culasse, vite! Observation par secteur, cherchez les lueurs. Le claquement de la culasse sonne comme l'armement d'un chien de fusil sur la tempe. Nous arrivons sur la ligne d'attaque. La boue claque sous les chenilles. La machine dérape de côté. Le mécanicien lutte avec les leviers, essayant de maintenir le cap. Vitesse 5 km/h. C'est le maximum qu'on peut tirer sur ce champ détrempé. Vitesse, ne pas s'arrêter. L'ordre du commandant résonne dans ma tête comme une moquerie. Nous rampons. Nous rampons simplement à la rencontre de la physique qui a déjà prononcé sa sentence. Le premier coup allemand ne sonne pas fort. Un claquement sec et bref, semblable à un coup de fouet. C'est une acoustique trompeuse. Nous entendons le bruit de l'impact avant le bruit du départ, car le boulet perforant vole plus vite que le son. Devant, à 50 mètres, un petit T-60 trébuche en marche. Il est projeté en l'air comme une boîte de conserve bottée. Il n'y a pas d'explosion, seulement un nuage de poussière rousse et d'éclats de métal. Un obus de calibre 75 mm, tiré d'un pack 40, a traversé le char léger de part en part, arrachant le moteur avec la plaque arrière. La machine se fige, et une fumée épaisse et grasse commence à sortir de ses écoutilles. L'équipage ne sort pas. Ça a commencé. La ligne de nos chars se brise instantanément. La formation, qui sur le papier à l'état-major ressemblait à une redoutable avalanche d'acier, se transforme en réalité en un amas désordonné de cibles. L'argile fait son œuvre. Les lourds T-34, avançant sur les flancs, commencent à patiner. Je vois le T-34 de tête du commandant Sokolov fouiller du nez. Ses chenilles, larges,
créées pour le tout-terrain russe, sont impuissantes contre ce terreau gras mélangé à de la glace pilée. Le char rugit, crachant des chapeaux noirs d'échappement, mais n'avance presque pas. Il broie simplement le sol sous lui, s'enfouissant toujours plus profondément, se transformant en bunker immobile. Et un char immobile sur le champ de bataille vit exactement le temps nécessaire au pointeur du canon allemand pour tourner la manivelle de visée horizontale. Dans les terres, l'enfer commence. « Boulot 2, je brûle !» Le cri hystérique de quelqu'un couvre le grésillement des parasites. « Le mécano est tué! Sortez-nous !»« En avant! Ne restez pas là !» hurle Sokolov. « Plein gaz, tout le monde! Écrasez les points de feu !» Écraser? Avec quoi écraser? Mon Valentine rampe en deuxième vitesse et je sens la transmission hurler de l'effort. Nous n'arriverons pas. C'est mathématiquement impossible. Il reste encore 400 mètres jusqu'à la crête. Les batteries allemandes tirent à feu tendu. Un deuxième T-60 s'embrase comme une torche à notre droite. Les réservoirs d'essence. Les chars légers brûlent vite et fort. Je vois un homme tomber du feu, rouler dans la boue en essayant d'éteindre les flammes. Mais une nouvelle explosion le couvre entièrement. Je regarde dans le périscope. Le secteur de tir couvre tout le champ. Les traçantes des obus allemands rayent l'air, et chaque ligne bute sur notre technique. Ce n'est pas un combat, c'est une fusillade. Si je continue tout droit, dans 30 secondes, mon équipage se transformera en charbon et le char en tas de ferraille. Le règlement exige d'avancer. L'ordre exige d'avancer. L'instinct de conservation hurle « recule ». Mais il y a autre chose. Le calcul froid. La logique de la guerre qui dit « un canon mort ne tire pas ». À gauche, à 20 mètres, je remarque la coupe d'un ravin. Une ravine profonde, envahie de broussailles, partant dans le brouillard, à l'écart de la hauteur. C'est un angle mort. Les viseurs allemands ne regardent pas là, car on ne peut pas attaquer le sommet depuis là-bas. C'est une impasse. Mais c'est aussi un abri. « Vassia, stop !» aboyai-je dans le laryngophone. Le char pique du nez. L'inertie nous jette en avant, les sangles scient les épaules. Chenille gauche en arrière, chenille droite en avant. Demi-tour sur place, vite! Dans le casque, une seconde de stupeur. Le mécanicien n'en croit pas ses oreilles. Camarade sergent, l'ordre! Sa voix tremble. L'attaque! Le commandant nous voit. Exécution! Hurlai-je à m'écorcher la gorge. Demi-tour et marche arrière dans le ravin! Vite, putain, ou je te descends moi-même! Le mécanicien tire et levier. Le Valentine tressaille. La boîte de vitesse britannique permet de faire cela en douceur, mais là, nous déchirons le fer. Le char commence à tourner sur place, éclaboussant de boue. Nous présentons le flanc au cou. Ce sont les 5 secondes les plus terribles. Le blindage latéral du Valentine fait 30 mm. N'importe quel obus perdu, même d'un canon anti-aérien de petit calibre, nous transformerait maintenant en fosse commune. Je me contracte en boule, attendant le choc, attendant le bruit du métal déchiré. Dans le périscope défile le panorama du combat. Un T-70 en feu, le T-34 figé du commandant qui a déchenillé, des fontaines de terre soulevées par les explosions, et nous voilà à l'arrière, vers le ravin. « Arrière! Plein gaz !» Le char recule. Nous glissons vers l'inconnu. Cela ressemble à une fuite. Pour tous ceux qui nous regardent maintenant, pour le commissaire politique à l'arrière, pour le commandant dans son char touché, pour l'infanterie terrée dans la boue, nous sommes des lâches. Nous sommes des déserteurs qui ont abandonné leurs camarades à la mort.
Dans les écouteurs explose la voix de Sokolov. Il a remarqué. « Korneev, arrête! Arrête, traître !» Il crie, s'étouffant d'insultes et de rage. « Cours martial, je te fusillerai personnellement. Retourne, salaud, au combat! Boulot 4, stop !» Le mécanicien sanglote. J'entends sa respiration lourde et saccadée. « Sergent, on va au mur, » geint-il. « Les nôtres vont nous fusiller. Fonce !» J'ignore la radio. Je coupe l'interrupteur de réception pour ne pas entendre les malédictions. Seule la physique compte maintenant. Le char bascule par-dessus le bord du ravin. La terre se dérobe sous les chenilles. Nous ne descendons pas, nous tombons, glissant le long de la pente raide dans un mélange de glaise et de broussailles brisées. La machine de plusieurs tonnes devient un traîneau incontrôlable. Fracas des branches sur le blindage, grincement du fond sur les pierres, rugissement du moteur tournant à plein régime. Nous sommes secoués à l'intérieur du compartiment de combat. Je cogne mon épaule contre la culasse. Le casque sauve ma tête du choc contre le viseur. La marche arrière risque de retourner la machine. Le Valentine a un centre de gravité haut. Si nous nous couchons sur le flanc ici, au fond, nous y resterons pour toujours. « Tiens droit, ne freine pas !» commandai-je, bien que je comprenne que le mécanicien n'est plus qu'un passager. La gravité conduit le char. Choc. Un coup dur, métallique, de l'arrière contre le fond du ravin. Le char rebondit, les dents claquent. Le moteur cale. Le silence tombe instantanément. Dense comme de la ouate. Seulement un bourdonnement dans les oreilles et l'odeur de friction brûlée. Nous sommes en bas. Au-dessus de nous, 5 mètres de pente raide et la lisière du brouillard. Les bruits du combat là-haut semblent lointains, étouffés, comme venant d'un autre monde. Là-bas, les obus éclatent. Là-bas, les hommes brûlent. Là-bas, on crie dans l'éther en nous maudissant. Et ici, humidité, pénombre et les murs gris du ravin. Le chargeur est assis sur le plancher du compartiment de combat, serrant ses genoux dans ses bras. Il tremble. « On s'est enfui », chuchote-t-il en fixant un point. « Sergent, on s'est enfui ?» Je le regarde de haut. Dans ses yeux, ce n'est pas la terreur des Allemands, mais celle de ce que nous avons fait de notre honneur. Dans l'armée rouge, il n'y a pas de mot « retraite tactique » sans ordre. Il y a le mot « lâcheté ». Et maintenant, ce mot est marqué au fer rouge sur nos fronts. « Nous ne nous sommes pas enfuis », dis-je doucement, mais fermement. « Nous avons changé de position. Vérifie le canon. Le canal du tube n'est pas bouché par la terre ?»« Quel canal ?» Il lève vers moi des yeux pleins de larmes. « On va nous fusiller, sergent, dès qu'on sortira. »« Si, on sort, » corrigeai-je. « Et pour sortir, il faut d'abord survivre. Et pour survivre, il faut tuer ceux qui brûlent les nôtres là-haut. » Je rallume la radio en réception. Le bruit du combat fait irruption dans les casques. Les cris ont diminué. L'éther est rempli d'un bourdonnement monotone et d'ordres isolés en allemand qui percent à travers nos fréquences. Ils achèvent. Méthodiquement, calmement, comme à l'exercice. Le commandant se tait. Soit sa radio est morte, soit lui-même. Nous sommes seuls. Dans une fosse humide, coupée des nôtres, maudits par les nôtres, sous le viseur des autres. Mais nous sommes la seule unité de combat dans ce secteur qui a un canon intact, un moteur intact et un équipage capable de respirer. « Démarre !» dis-je au mécanicien. « Doucement, au ralenti. Il faut nous tourner le nez vers la sortie. On ne va pas se cacher ici. On va chasser ici. » Le mécanicien tourne lentement la tête. La peur dans ses yeux cède la place à la résignation.
Il comprend. Il n'y a pas de retour possible. Pas de route vers le haut. Il n'y a que ce ravin et ce qui nous attend au bout. Le démarreur gémit, faisant tourner l'arbre froid. Le diesel tousse et prend, crachant un nuage de fumée bleuâtre qui se mêle aussitôt au brouillard. Je me colle à l'épiscope. Visibilité, 0. Du lait. Mais je connais la carte. Ce ravin longe la hauteur, entrant dans le flanc de la position allemande. Si nous passons par le fond, sans nous enliser ni nous retourner, nous nous retrouverons là où on ne nous attend pas. Là où les panzers ont des flancs, pas des fronts. Là où notre 2 livres cessera d'être une perforeuse pour devenir une arme. Ce n'était pas une fuite, c'était un élan avant le saut. Mais personne n'est là pour écouter cette explication maintenant. Notre seule justification peut être des chars allemands en feu ou notre propre mort. Pas de 3e option. Je tourne la clé de contact, coupant le circuit. Le diesel du Valentine tressaille une dernière fois et se fige. Avec la vibration, part la sensation de vie. Nous sommes au fond. Au-dessus de nous, surplombe 5 mètres de pente argileuse, et au-delà, une couche de brouillard, dense comme du lait caillé. Nous sommes dans l'angle mort. Nous sommes en sécurité. Et c'est précisément ici que commence le véritable enfer. La vue est inutile ici. Les épiscopes sont collés par la boue grasse que les chenilles ont projetée lors de la descente. Mais même s'ils étaient propres, voir quoi que ce soit dans ce brouillard à plus d'une longueur de bras est impossible. Nous sommes devenus aveugles. Aveugles volontairement pour survivre. Mais la guerre trouve un moyen de pénétrer à l'intérieur de la boîte en acier. Elle entre par les oreilles. Je n'ai pas éteint la radio. C'est mon erreur. Ou ma punition. La radio 19 continue de fonctionner en réception et les écouteurs du casque diffusent la mort en direct. D'abord, le son vient de l'extérieur. Les parois du ravin fonctionnent comme un porte-voix géant, amplifiant l'acoustique du combat qui se déroule là-haut. C'est une symphonie étrange et distordue. Le claquement des PAC 40 allemands, sec, cinglant, rythmé. Il travaille comme un métronome. Une fois toutes les 4 secondes. Tir. Silence. Le bruit de l'impact du boulet sur le blindage. Un gong lourd et sourd qui fait vibrer même l'air ici, en bas. Puis le grincement. C'est le son du métal qui se déchire sous la pression de l'énergie cinétique. Je connais ce son. C'est ainsi que crie l'acier quand on le viole avec un noyau de tungstène. « Boulot 2, réponds !» La voix dans les terres râle, gargouille. C'est le pointeur du char du lieutenant Petrov. « On a une chenille. Le mécano, il n'est plus là. Il manque la moitié du corps. » Grésillement, sifflement, et un nouveau son couvrant les terres. Un hurlement. Pas humain. C'est ainsi que hurle une transmission quand le moteur s'emballe, ou quand les flammes atteignent les réservoirs de carburant, créant un tirage. Nous sommes assis dans la pénombre. La lumière vient seulement de la lampe terne de l'éclairage de secours et de la lueur verdâtre du cadran de la radio. Je regarde mes hommes. Le chargeur s'est bouché les oreilles avec les mains par-dessus le casque. Il plisse les yeux si fort que son visage s'est transformé en masque de douleur. Le mécanicien regarde un point fixe. Ses lèvres bougent, mais il n'émet aucun son. Il compte les coups. Là-haut, c'est l'exécution. Les Allemands ne s'agitent pas. Ils ont compris que les chars russes sont immobilisés. Les T-34 patinent dans l'argile, transformés en fortins immobiles. Les T-70 brûlent. Maintenant, les artilleurs allemands choisissent simplement leur cible. C'est un stand de tir. Ils frappent les points vulnérables, la jonction de la tourelle et de la caisse, le flanc, le mantelet du canon. Adieu les frères. Une voix calme, posée.
Je ne reconnais même pas l'indicatif. Clic de l'interrupteur, et aussitôt le bruit d'une explosion perçant dans les terres, bref et définitif. Détonation des munitions. J'imagine comment les obus de 45 mm éclatent à l'intérieur de l'étroit compartiment de combat du T-70. C'est la mort instantanée. Il n'y aura même rien à enterrer. Juste de la cendre et des boutons fondus au fond d'un cercueil d'acier. Le tableau sonore change. Au grondement des canons s'ajoute un crépitement fréquent et méchant. Les mitrailleuses. Des MG-34 et 42. Elles ont une cadence de tir caractéristique, semblable au bruit d'un tissu qu'on déchire. La scie d'Hitler. Elle fauche ceux qui tentent de sortir des machines en feu. Je l'entends à travers les écoutilles ouvertes, à travers les micros de ceux qui sont encore vivants et gardent la liaison. « Ne tire pas, salaud, ne tirez pas !» Le cri vire au hurlement suraigu. Une rafale coupe le cri. Silence. Je ressens physiquement chaque raté et chaque impact. Je connais la géométrie du champ de bataille. Nous sommes en bas, en sécurité, mais ma mémoire redessine les trajectoires. Ce coup-là, c'est sur le T-34 de Sokolov. Le bruit de l'impact était clair, un ricochet. La tourelle a tenu. Mais le suivant est sourd, mou. Pénétration. Apparemment sous l'anneau de tourelle. Il commence à faire étouffant dans le char. Pas à cause de la chaleur, le moteur refroidit, le métal est glacial. Étouffant à cause de l'odeur de notre propre sueur. C'est l'odeur âcre, acide, de la peur animale, que le corps humain sécrète quand il comprend que la mort rôde à côté, derrière la fine cloison de la réalité. Nous sommes des spectateurs. Nous sommes assis au premier rang de l'amphithéâtre où l'on tue nos amis, mais nous ne pouvons pas intervenir. Nous n'avons pas le droit d'intervenir maintenant, car alors nous ajouterions simplement une autre carcasse brûlante au tas commun. Les terres commencent à se vider. D'abord disparaissent les appels hystériques à l'aide, puis disparaissent les rapports de dommages. Il ne reste que le bruit blanc et les commandes rares et sèches en allemand qui percent parfois sur notre onde. Boulot 1. La voix du commandant Sokolov est à peine audible. Il est faible, très faible. À tous ceux qui entendent. Hauteur pas prise. Coupable. Pause. Une pause longue, visqueuse, où l'on entend une respiration lourde et humide. Peut-être un poumon perforé. Le sang sort par la gorge. Korneyev, chuchote-t-il. si tu es vivant, si tu es parti, ne pardonne pas. Le bruit des parasites couvre ces mots. La liaison est coupée. La petite lumière verte sur le panneau de la radio clignote, indiquant la présence d'une fréquence porteuse, mais il n'y a plus de modulation. Boulot 1 s'est tu. On n'entend plus que les bruits de l'extérieur. L'intensité du feu diminue. Les canons tirent plus rarement. Ils achèvent les blessés. Les mitrailleuses se taisent. Les Allemands économisent les munitions. Le travail est fait. Le champ est nettoyé. 8 chars, 25 hommes. Tout est fini en 15 minutes. 15 minutes d'enfer sonore que nous avons passé assis dans un trou, agrippés au levier et à la culasse. Le silence revient, mais maintenant il est différent. Ce n'est pas le silence de l'attente, comme avant le combat. C'est le silence du cimetière. Un silence mort, lourd, troublé seulement par le crépitement du métal brûlant et les claquements lointains des munitions explosant dans les machines calcinées. J'enlève le casque. Mes oreilles font mal à cause de la pression des membranes. Le sang bat dans mes tempes. Il me semble que j'entends encore ces cris. Ils sont restés coincés quelque part dans le sous-cortex, enregistrés sur la bande magnétique de la mémoire. Je regarde mes mains. Elles sont posées sur mes genoux, serrées en poing. Les jointures sont blanches. La peau est tendue
a semblé craquer. Nous sommes vivants. Nous avons préservé l'unité de combat. Nous avons préservé 3 vies. Les caractéristiques de notre char nous ont permis de partir, et mon ordre nous a sauvés d'une exécution frontale. Mais pourquoi alors ai-je dans la bouche ce goût si net de bile et de cendre? Pourquoi ai-je l'impression qu'il aurait mieux valu que je brûle là-haut, avec Sokolov, plutôt que d'être assis ici, dans ce trou humide, sûr, maudit de Dieu et des hommes, à écouter mon bataillon mourir? C'est le prix de la rationalité. C'est l'arithmétique de la guerre, où la somme des survivants n'est pas toujours égale à la somme des vainqueurs. Parfois, la survie ressemble à une trahison. Parfois, c'est une trahison. Mais nous n'avons pas le temps pour la réflexion. La réflexion, c'est pour les écrivains à l'arrière. Pour nous, il n'y a que la tâche suivante. Les Allemands vont se détendre maintenant. Ils sont sûrs d'avoir tout détruit. Ils vont inspecter les trophées, achever les blessés, écrire des rapports de victoire. Ils vont perdre leur vigilance. Ils vont ouvrir les écoutilles. Et alors commencera notre part du travail. Celle pour laquelle j'ai forcé mon équipage à passer par cette honte d'observateur. Je remets mon casque. Le crépitement de la statique apaise. C'est le son du vide. Un vide que nous devons remplir par notre action. Je vérifie ma montre. 20 minutes seulement ont passé. Une éternité. Une vie entière et une mort entière ont tenu dans un tiers d'heure. Devant, c'est l'inconnu du brouillard et 3 obus dans la culasse du destin que nous sommes obligés de planter dans la cible. Le silence à l'intérieur du char pèse sur les tympans plus fort que le fracas de l'artillerie. C'est le vide. Nous sommes assis dans un cocon d'acier, plongés dans le brouillard visqueux du ravin, et nous écoutons le moteur refroidir. Le métal cliquette en se contractant au froid. Ce son, tic, 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 compte les secondes de notre nouvelle réalité. Une réalité où nous sommes vivants et le bataillon est mort. À l'intérieur du compartiment de combat, ça ne sent pas seulement le gasoil et la poudre incrustés dans les vêtements, mais aussi quelque chose d'acide, de lourd. C'est l'odeur de la sueur de 3 hommes adultes enfermés dans un volume de 2 mètres cubes. L'odeur de peau de mouton mouillé et de corps non lavés. Mais maintenant, s'y mêle le goût piquant, métallique, de la redescente d'adrénaline. Le chargeur Ryabov est assis sur le strapontin, voûté, le visage enfoui dans ses paumes. Ses épaules tressautent. Il ne pleure pas simplement. Il est secoué par un tremblement violent, viscéral. Il n'a que 19 ans. Il croyait aux commissaires politiques. Il croyait aux articles de journaux sur l'héroïsme. Il croyait que mourir pour la patrie était l'honneur suprême. Et aujourd'hui, je l'ai forcé à survivre au mépris du règlement. Dans son système de coordonnées, j'ai détruit le monde. Salaud. Le chuchotement perce à travers ses doigts. Quel salaud tu es, sergent. Je tourne lentement la tête. Mon cou est raide, mes muscles sont du bois. Dans la pénombre diluée par la lumière terne du plafonnier, je vois ses yeux. Il n'y a pas de peur de l'ennemi dedans. Il y a de la haine. Une haine pure, concentrée, envers l'homme qui, selon lui a volé son honneur. On les a abandonnés. Ryabov lève la tête, et sa voix vire au cri perçant. Ils brûlaient là-bas, ils hurlaient, et nous nous sommes terrés comme des rats dans un trou. Tu as entendu le commandant? Tu l'as entendu? Il nous a maudits. Le pilote mécanicien dans le compartiment avant se tait. Il est assis dos à nous, la tête rentrée dans les épaules. Il ne veut pas participer à cette conversation. Il est juste content que ses poumons pompent encore de l'air, et non de la fumée brûlante. Mais je sens sa tension. Il attend de voir comment finira la mutinerie. « Ferme-la », dis-je calmement. Ma voix sonne sourde,
comme sortant d'un tonneau. Tu garderas l'hystérie pour l'officier du NKVD. Pour l'instant, tu es une unité de combat. « Je ne suis pas une unité !» hurle Ryabov en bondissant. Dans l'étroitesse de la tourelle, il se cogne aussitôt la tête contre la culasse du canon, mais ne remarque pas la douleur. « Je suis un homme, et toi tu es un traître. Tu es un lâche, Kornaïev. Il aurait mieux valu qu'on nous brûle là-bas, plutôt que ça, de baisser les yeux. Comment je vais regarder les gens dans les yeux maintenant? Comment ?» Il saisit un obus du râtelier, comme s'il voulait m'en frapper. C'est la limite. Dans l'espace clos du char, la psychose est contagieuse. Si on n'écrase pas cette rage maintenant, l'équipage cessera d'exister. Nous deviendrons juste trois fous dans une boîte en fer. Je fais un mouvement brusque, un coup du revers de la main au visage, court, brutal, dégrisant. La tête de Ryabov ballotte. Il cogne l'arrière de son crâne contre le blindage et s'affaisse sur le siège. L'obus tombe avec un tintement sur le plancher strié. « Écoute bien !» Je le surplombe, le saisis par le col de sa veste et le tire à moi. Nos visages sont à quelques centimètres l'un de l'autre. Je vois ses pupilles dilatées, je vois la veine qui bat sur sa tempe. Tu penses que l'héroïsme, c'est de crever bêtement ? De se transformer en brochette pour une croix dans un rapport? Le commandant est mort. Petrov est mort. Tous sont morts. Leurs canons ne tirent plus. Ce sont de la ferraille. Et nous, non. Je le repousse. Ryabov respire difficilement, happant l'air par la bouche comme un poisson jeté sur la glace. « Allume ton cerveau, soldat », continuai-je, plus doucement mais plus durement. Les Allemands sont méticuleux. Ce sont des professionnels. Ils savent que 8 chars sont partis à l'attaque. 7 brûlent. Où est le 8e? Ils ne sont pas idiots. Ils savent compter jusqu'à 8. Ils ont vu comment nous avons glissé dans le ravin. Le silence s'installe dans le char. Le mécanicien se tourne lentement vers nous. Le sens de mes paroles commence à l'atteindre. « Ils pensent que nous sommes hors de combat, » dis-je en martelant chaque mot. « Ils pensent que nous sommes coincés, retournés, ou que l'équipage a abandonné la machine. Mais ils ne laisseront pas ça comme ça. Dans leur règlement, il est écrit « Nettoyage du champ de bataille ». Ils doivent s'assurer. Je passe la main sur la culasse du 40 mm. L'acier froid apaise. Ils ne viendront pas ici avec l'infanterie. Boue jusqu'aux genoux, buissons, visibilité nulle. L'infanterie n'a rien à faire ici. Ils enverront des chars, des 3 ou des 4. Mais ils ne passeront pas par le fond, comme nous. Ils auront peur de s'enliser. Je pointe le doigt vers le haut, vers le bord imaginaire du ravin. Ils passeront par là, par le haut, sur la bordure ferme. Ils regarderont en bas, nous chercheront pour nous fusiller comme au stand de tir, de haut en bas. Ils se sentiront maîtres de la situation. Ils seront sûrs que nous sommes une proie traquée, terrifiée, impuissante. Ryabov essuie le sang de sa lèvre fendue. Dans ses yeux, la haine cède la place à la compréhension. La terrible compréhension que nous ne sommes pas sauvés. Nous avons juste repoussé la sentence. « Et qu'est-ce qu'on fait ?» demande le mécanicien d'une voix rauque. « S'ils sont en haut, ils ont l'avantage. Ils vont nous percer le toit de la tourelle. Le blindage est fin là, 20 mm. Ils vont le défoncer comme du contreplaqué. » Exactement, opinai-je. Si on reste à attendre, ils nous brûleront. Mais on ne va pas attendre. Je sors la carte. Elle est usée aux pliures. Des taches d'huile couvrent les noms des villages. Mais je connais le relief par cœur. Le ravin tourne dans 200 mètres. Il y a une saillie, une marche. Si on se met là, on sera plus bas que le niveau du bord. Mais le canon regardera un peu vers le haut, le long de la pente. Je regarde Ryabov.
Tu voulais expier ta faute? Tu voulais de l'héroïsme? Tu vas la voir. On va tendre une embuscade. La seule chance pour un Valentine contre un Panzer IV, c'est un tir à bout portant, de flanc, à distance de crachat. Je vois le visage du chargeur changer. L'hystérie s'en va, chassée par la froide terreur de ce qui vient. Ce n'est plus la peur abstraite de la honte, c'est la peur concrète, physiologique, de l'affrontement avec une machine 2 fois plus lourde et plus puissante que nous. Ils avanceront en nous présentant leurs flancs, en scrutant le fond, expliquai-je aux mécaniciens. Ils exposeront leurs 30 mm de blindage latéral à nos 40 mm de boulets. C'est de la physique. Si on frappe les premiers, si on frappe juste, on les perce. Et s'ils sont 2 ou 3, demande le mécanicien. Alors nous mourrons, réponds-je simplement. Mais nous mourrons non pas comme du bétail à l'abattoir, mais comme des soldats. Nous les emporterons avec nous. Voilà le prix de ta cour martiale, Ryabov. Tu voulais un jugement? Le voilà. Le tribunal sera ici. Les juges sont les tankistes allemands. L'avocat, c'est notre canon. Ryabov ramasse silencieusement l'obus tombé. Il l'essuie avec la manche de sa veste, ôtant la poussière de l'amorce. Ses mains tremblent, mais il le fait mécaniquement, d'un geste appris. La fonction vainc l'émotion. Il redevient chargeur. Un petit rouage dans le mécanisme du meurtre. Perforant prêt, prononce-t-il doucement. Mécanicien, commandai-je. Démarre. Vitesse minimale. Faufile-toi comme un chat. Pas d'accélération brusque. Si tu fais rugir le moteur, je t'étrangle personnellement. On doit devenir une ombre. On doit faire partie de ce ravin. Le diesel reprend vie à contre-cœur, comme s'il comprenait que ce démarrage pourrait être le dernier. La vibration parcourt à nouveau la coque, résonnant dans les semelles des bottes. Nous nous ébranlons. Lentement, pouce par pouce, broyant l'argile grasse sous nos chenilles. Nous rampons dans le brouillard vers le point de rendez-vous avec la mort. L'atmosphère dans le char a changé. La haine n'a pas disparu. Ils me haïssent encore de les avoir privés d'une mort facile dans l'attaque générale et de les avoir forcés à vivre avec ce fardeau. Mais maintenant, à la haine s'est mêlé l'espoir. L'espoir méchant et froid du prédateur qui a compris qu'il peut encore égorger l'ennemi. Nous ne sommes plus des victimes. Nous sommes un piège armé, rouillé, mais mortel au fond d'un trou. Et nous attendons que la botte allemande marche sur le ressort. 1 heure dans le ravin dure plus longtemps que toute la vie avant cet instant. Le temps ici perd ses propriétés habituelles. Il cesse d'être un flux linéaire et se transforme en une substance visqueuse et froide, semblable à de l'huile machine qui fige. 60 minutes de silence, 3600 battements de cœur, dont chacun résonne d'un coup sourd dans les tempes. Nous sommes assis, immobiles. Tout mouvement est un grincement de cuir, un cliquetis de boucles de ceinture sur le métal, un froissement de veste ouatée. Et le son est maintenant notre principal ennemi et notre seul allié. Le brouillard s'épaissit. Si, il y a une demi-heure, je pouvais distinguer un buisson à 5 mètres du char, maintenant, le monde au-delà de l'épiscope a disparu. Il ne reste que du lait blanc et impénétrable. L'humidité se dépose sur tout, sur les cils, sur les poignées des instruments, sur la culasse froide du canon. Nous respirons 1 fois sur 2, essayant de ne pas créer de nuages de vapeur, bien que dans un char hermétique ce soit insensé. La condensation goutte du plafond de la tourelle, tombant dans le cou. Chaque goutte est comme une aiguille de glace s'enfonçant dans la colonne vertébrale, faisant tressaillir.
La faim sensorielle rend fou. Les yeux se tendent, essayant de saisir la moindre ombre dans le voile blanc, mais le cerveau commence à dessiner des hallucinations. On dirait que les buissons bougent. On dirait que quelqu'un se tient juste devant la bouche du canon. Je me force à fermer les yeux. La vue est inutile maintenant. Seul l'ouïe fonctionne. Nous nous sommes transformés en une grande oreille collée à la terre humide. Impossible de calmer le tremblement des mains. Ce n'est pas la panique, c'est la biochimie. L'adrénaline, déversée dans le sang pendant notre fuite, ne trouve maintenant pas d'issue et brûle les muscles. Les doigts vibrent menus, les dents claquent. Ryabov est assis, se serrant dans ses bras, se balançant comme un pendule, d'avant en arrière, d'avant en arrière. Il chuchote quelque chose sans bruit. Je ne le dérange pas. Qu'il prie, qu'il maudisse. L'important est qu'il se taise à la radio et ne laisse pas tomber l'obus suivant. Au début, cela ressemblait au bruit du vent dans la cime des arbres. Une vibration à peine perceptible à la limite de l'audible. Mais il n'y a pas de vent dans le ravin. Le son a enflé lentement, un bourdonnement lourd, à basse fréquence, qui fait mal au diaphragme. « Ils arrivent », prononce le mécanicien du bout des lèvres. Je pine. Je les entends. Ce n'est pas le hurlement poussif de nos diesels, c'est le ronronnement repu et satisfait des moteurs à essence Maybach. 12 cylindres, 300 chevaux d'ingénierie allemande. Un son qu'on ne peut confondre avec rien. Il est régulier, puissant, sûr. C'est ainsi que sonne une technique qui se sent maîtresse de la situation. Ils ne se faufilent pas. Ils ne font pas de pause pour écouter les terres. Ils roulent simplement, broyant la terre russe sous leurs chenilles, sûrs que tous ceux qui pouvaient résister sont déjà morts ou en fuite. Je compte les sources sonores. 1, 2, 3. 3 machines lourdes. 3 Panzerkampfwagen 4. Ils avancent en colonne, trace dans trace, le long du bord du ravin. Je vois la carte dans ma tête. Là-haut, le sol est plus dur. Là passe un vieux chemin de terre, pratique pour patrouiller le périmètre. Ils font exactement ce sur quoi je comptais. Ils commettent l'erreur fatale du vainqueur, sous-estimer le terrain. Pour un commandant allemand, ce ravin est un marais infranchissable. Un trou sale où il n'y a aucun sens à s'aventurer avec une machine de 25 tonnes. C'est pourquoi ils n'attendent pas de coups venant d'ici. Ils regardent vers le champ jonché de nos chars brûlés, cherchant des fantassins survivants. Leurs tourelles sont tournées vers là-bas, vers l'est, et vers nous. Vers l'abîme brumeux du ravin, ils présentent leur endroit le plus vulnérable. Le flanc. Le grondement devient assourdissant. La terre sous les chenilles du Valentine commence à trembler. On dirait qu'il roule directement sur nos têtes. La distance se réduit. 300 mètres. 200. Je pose la main sur le volant de rotation de la tourelle. Le métal est glissant de condensation. Le Valentine n'a pas de rotation électrique de la tourelle. Tout se fait à la main, à la force des muscles. C'est lent, terriblement lent, s'il faut basculer le canon d'un bord à l'autre. Mais là, nous n'avons pas besoin de vitesse de rotation. Nous avons besoin d'une précision de microchirurgien. « Ryabov, chuchotai-je, prépare-toi. » Le chargeur se fige. Son pendule s'arrête. Il regarde la culasse comme une divinité. Ses mains cessent de trembler. Au moment du danger mortel, le corps se souvient des centaines d'heures d'entraînement. Il saisit la poignée de la culasse. Maintenant, ce n'est pas un homme en hystérie. Maintenant, c'est un mécanisme d'alimentation en munitions. 150 mètres. Le bruit des moteurs se décompose. On entend le cliquetis des chenilles.
le son caractéristique, clair, des patins allemands. On entend le grincement de la suspension. Ils avancent lentement, 10 km/h. Ils ratissent le carré. Je me presse contre l'appui-front du viseur. Dans l'oculaire, rien qu'une boue grise et trouble. Mais je sais où ils vont apparaître. À droite, un peu plus haut que le niveau de nos yeux, là où les buissons s'éclaircissent. Nous aurons 1 seconde, peut-être 2. La peur disparaît. Elle est chassée par un calcul froid et cristallin. Toute ma vie se contracte en un point de l'espace et du temps, jusqu'au moment où la silhouette grise avec la croix sur le flanc déchirera le voile blanc du brouillard. Ils ont confiance en leur blindage. 30 mm d'acier latéral, couverts par les galets et les chenilles. À une distance d'1 kilomètre, mon canon ne ferait qu'égratigner leur peinture. Mais ici, la distance sera à bout portant. 30 mètres, pas plus. À cette distance, le boulet de 2 livres ne fait pas que percer. Il coud de part en part. Il transforme les entrailles du char allemand en hachoirs d'éclats brûlants et de munitions détonnantes. « Vassia !» commandai-je au mécanicien. Le pied sur l'accélérateur. Dès que je tire, marche arrière immédiate, brutalement. On doit disparaître dans le brouillard avant qu'ils comprennent d'où c'est venu. « Compris, commandant !» La voix du mécanicien est ferme. Une première ombre apparaît dans le lait, floue, énorme, onduleuse. Elle flotte au-dessus de nous comme un vaisseau fantôme. Le rugissement du moteur frappe les oreilles, même à travers le blindage. Je vois le long canon avec le frein de bouche. C'est un 4 long, modification F2, une bête sérieuse, un tueur de chars. Mais là, il est aveugle. Son optique regarde au loin, et la mort l'attend sous ses pieds. Je commence à tourner lentement le volant, suivant l'ombre avec la croix du viseur. Mon cœur bat si fort qu'il semble secouer la tourelle. L'essentiel est de ne pas tirer trop tôt. L'essentiel est de le laisser présenter son flanc sous un angle parfait. 90 degrés, la normale. Pas de ricochet. L'ombre prend corps. Du brouillard émerge la coque anguleuse, peinte en gris foncé, Panzergrau. Je vois les rivets sur les plaques de blindage. Je vois les patins de rechange accrochés au flanc. Je vois la croix, noire et blanche, nette. Elle avance droit à travers la croix de mon viseur. Le deuxième char suit, à 20 mètres. Le troisième ferme la marche. Cible idéale. Cible groupée. Le manuel de tactique dit « frappe celui de queue pour créer un bouchon ». La logique de survie dit « frappe le premier, parce qu'il est le plus proche et peut nous remarquer plus tôt ». Je choisis le premier. Le temps s'étire jusqu'à teinter. Je vois la boue voler de ses chenilles. Je vois la coupole du commandant. L'écoutille est ouverte. La tête d'un Allemand en calot en dépasse. Il fume. Il regarde calmement vers le champ, tenant sa cigarette à la main. Il ne regarde même pas en bas, dans le ravin. Pour lui, nous n'existons pas. Nous sommes des morts, rayés des comptes. Mon doigt se pose sur la détente. La gâchette est dure. Le Valentine est une machine grossière, exigeant une force masculine. Pour le commandant, expirge. Pour les gars, la croix se fige au niveau du compartiment moteur, un peu sous la tourelle. Là sont les munitions. Là sont les réservoirs. Là est la vie du char. Le monde se rétrécit au diamètre du viseur. Les sons disparaissent. Il ne reste que la cible. Et mon choix. Le choix qui fera de nous soit des héros, soit des cadavres dans les 5 prochaines secondes. J'appuie.
Le tir du canon de 40 mm dans l'étroite tourelle du Valentine ne se ressent pas comme un son, mais comme un coup de masse sur tout le corps, simultanément. La pression bondit instantanément. L'air se comprime, frappe les oreilles, même à travers le casque, coupant le souffle. La culasse recule avec un claquement, recule court, sec, et la lourde douille en laiton tombe avec un tintement sourd sur le plancher d'acier strié, fumant et dégageant l'odeur âcre et douceâtre de la cordite brûlée. À la même seconde, le char tressaille, basculant sur sa suspension comme de frayeur. Distance, 30 mètres. À cette distance, la balistique ne sert à rien. L'obus ne vole pas en arc, il va tout droit, comme un rayon laser. Le temps de vol du boulet est une fraction de seconde. Le cerveau humain n'est pas capable d'enregistrer cet intervalle. Nous entendons le départ et le bruit de l'impact ensemble, comme une seule déchirure crépitante de la réalité. L'obus britannique de 2 livres est un bloc d'acier plein. Il n'y a pas d'explosif dedans, pas de fusée complexe. C'est juste un morceau de métal trempé, propulsé à 800 mètres par seconde. À une distance d'1 kilomètre, il est inutile contre le blindage frontal du 4 allemand. Il aurait juste ricoché en laissant une bosse, ou se serait pulvérisé. Mais ici, à bout portant, la physique travaille pour nous. L'énergie cinétique à la bouche est colossale. Je ne me suis pas détaché de l'épiscope, bien que l'éclair du tir ait momentanément aveuglé l'optique, transformant le brouillard devant nous en un mur blanc lumineux. Mais en une fraction de seconde, la vue revient, et je vois le résultat. L'obus est entré dans le flanc du char allemand, pile au milieu de la caisse, un peu sous la tourelle, entre les galets porteurs supérieurs. 30 mm de blindage vertical allemand, ce n'est rien pour un tel coup à bout portant. L'acier n'a pas tenu. Le boulet a traversé le flanc comme une aiguille chauffée perce une feuille de papier. Aucun ricochet. Une pénétration nette, terrible. Ce qui se passe ensuite est une réaction en chaîne. Le boulet, ayant percé le blindage, se fragmente lui-même et fragmente le revêtement intérieur du char, créant un nuage d'éclats incandescents, de la mitraille volant à la vitesse du son dans un espace clos. Ce tourbillon de mort balaie tout sur son passage. Hydraulique, câblage, chair humaine. Mais surtout, il trouve les munitions. Sur le Panzer IV, les munitions sont disposées le long des flancs. C'est leur talon d'Achille. L'explosion est instantanée. Ce n'est pas un champignon de feu comme au cinéma. C'est un spasme brusque, convulsif de la machine de plusieurs tonnes. Les écoutilles de la tourelle sont soufflées par la pression des gaz. Une gerbe de flammes vives, presque blanches, semblable au jet d'un chalumeau, s'en échappe. La mort de l'équipage survient plus vite qu'ils n'ont le temps de réaliser qu'ils sont attaqués. La température à l'intérieur grimpe à 1000 degrés en 1 seconde. La détonation des charges de poudre dans les douilles gonfle la caisse de l'intérieur. « Touché !» râle Ryabov, mais sa voix se noie dans le claquement de la culasse. Ses mains travaillent en automatique. Il a déjà chargé un nouvel obus pendant que je regardais la mort de l'ennemi. Clic du verrou, la pièce est prête. « Arrière !» hurlai-je au mécanicien. « Vassia, plane arrière, dans le brouillard !» Le char allemand qui suit n'a pas encore compris ce qui s'est passé. Son commandant voit l'éclair à droite, voit la machine de tête tressauter soudainement et se transformer en volcan. Mais il ne nous voit pas. Nous sommes un fantôme. Nous sommes un éclair dans le lait du brouillard. Le Valentine tressaute à nouveau. Les chenilles mordent l'argile, projetant des mottes de boue vers l'avant. Le moteur rugit, s'étouffant de gasoil. Nous reculons. Vite, autant que c'est possible en marche arrière. La silhouette basse de la machine britannique est notre salut. Nous sommes plus bas que les buissons, plus bas que le niveau de la route. Nous disparaissons dans la brume blanche aussi soudainement que nous sommes apparus. Là-haut,
Le chaos commence. Je vois dans le périscope la tourelle du deuxième char allemand commencer à tourner fébrilement. Ils paniquent. Ils cherchent l'ennemi dans le champ, pensant que le coup est venu de là, des positions russes. Il ne leur vient pas à l'idée de regarder sous leurs pieds, dans le fossé sale. Ils tirent au hasard, en éventail. Les traçantes de leurs mitrailleuses transpercent le brouillard au-dessus de nous, coupant les branches des broussailles. Le long canon de leurs pièces crache le feu, envoyant un obus quelque part au loin, dans le vide. « Stop !» je commande, quand nous avons reculé d'une vingtaine de mètres dans la profondeur du ravin, nous cachant derrière le tournant de la pente. « Coupe le moteur !» Le silence nous tombe dessus comme une dalle lourde. Mais maintenant, il est différent. Maintenant, l'adrénaline de la victoire y résonne. Tout près, on entend crépiter et gronder les flammes dans le char allemand touché. Les explosions des munitions continuent, claquements secs et sonores dans le ventre d'acier. Ce sont les bruits de l'agonie. « On l'a eu, chuchote le mécanicien. Ses dents claquent, mais maintenant ce n'est pas de peur, mais d'excitation. « En un coup, camarade sergent, en un seul !»« Pas de relâchement, coupai-je. Ils sont encore 2. Le deuxième s'agite maintenant. Le troisième, celui de queue, s'est probablement arrêté. Ils ont perdu leur commandant. Leur liaison est rompue. Ils sont sourds et aveugles pour l'instant. Dans le char règne une odeur de poudre. Le ventilateur ne suffit pas, et une fumée bleuâtre flotte sous le plafond de la tourelle. Mes mains tremblent quand j'essuie l'optique. C'était un tir parfait, d'école, de sang-froid. Nous avons utilisé la seule chance que nous donnaient les caractéristiques de notre machine, la discrétion et la cadence de tir. Le canon de 40 mm n'a pas d'explosif pour lutter contre l'infanterie, mais comme perforeuse, il est impeccable. À cette distance, il perce plus que ce qui est indiqué dans le passeport. Nous venons de prouver que la taille du calibre n'a pas d'importance si tu as l'avantage tactique. Nous avons transformé leur force, un blindage puissant et lourd et des canons longs, en leur faiblesse. Ils étaient trop gros, trop visibles et trop sûrs d'eux. Ryabov, je me tourne vers le chargeur. Son visage est couvert de suie. Ses yeux brillent d'un éclat fiévreux. Qu'est-ce qu'il y a dans le tube? Perforant, commandant. Bien joué. Je regarde la carte. Nous nous sommes décalés. Maintenant, nous sommes un peu à gauche de leur colonne. Le deuxième char, qui a commencé à tirer dans le champ, nous a présenté sa poupe. Il a tourné sa tourelle vers l'est, mais la caisse est restée sur la route. Il essaie de manœuvrer, de reculer pour sortir de la zone de tir, qui en réalité n'existe pas. Il pense que le danger est devant, mais le danger est derrière. Ils ont violé la règle principale. En situation confuse, ne présente pas ton dos. Le compartiment moteur du Panzer est couvert par seulement 20 mm d'acier. Il y a les radiateurs, le moteur, les réservoirs. Un impact là, c'est l'incendie garanti. Le char s'arrêtera. L'équipage sortira sous les balles. « Vassia, démarre », dis-je doucement. Maintenant, on travaille plus audacieusement. Ils sont sonnés par la peur. Tant qu'ils n'ont pas compris qu'on est dans le ravin, on doit prendre le deuxième. Le moteur reprend vie. Maintenant, son bruit me semble être de la musique. Ce n'est plus le battement de cœur de la victime. C'est le grognement du prédateur qui a senti le goût du sang. Nous rampons à nouveau vers l'avant, vers le bord du ravin, mais depuis un autre point. La guerre, c'est de la géométrie. Des angles, des vecteurs, des plans. Nous changeons l'angle d'attaque, nous changeons le vecteur de frappe. Nous leur imposons notre géométrie, où le Valentine est le sommet du triangle de la mort. Je me colle au viseur. Dans le brouillard apparaît la silhouette du deuxième char. Il est énorme. Il rugit de son moteur, essayant de faire demi-tour sur le chemin étroit.
Des pots d'échappement sort une fumée noire. Il patine, il est nerveux. Je vois la grille du radiateur sur la poupe. Je vois la roue de secours. Je vois le numéro éclaboussé de boue. Ce n'est plus un duel, c'est une chasse. La chasse d'une petite bête méchante sur un géant maladroit qui s'est emmêlé dans ses propres jambes. Mon doigt se pose à nouveau sur la détente. Cette fois, je ne doute même pas. Cette fois, je sais. Le métal percera le métal. La physique est de mon côté. Le brouillard est de mon côté. Et le temps que nous avons gagné par notre retraite lâche travaille maintenant pour nous. Feu! Je crie. Et le Valentine crache à nouveau de l'acier dans la brume grise. Le deuxième coup diffère du premier. Si le premier était une exécution, le deuxième est un coup de couteau dans le dos dans une ruelle sombre. Le boulet entre dans la poupe du char allemand, déchirant les persiennes du compartiment moteur. Il n'y a que 20 mm d'acier. Pour un obus perforant de 40 mm, ce n'est pas un obstacle, c'est du papier d'aluminium. Je ne vois pas la pénétration elle-même, le nuage d'échappement la cache, mais je vois le résultat. Le Panzer tressaille, comme s'il s'étouffait. Le rugissement de son moteur s'interrompt sur une note aiguë, remplacée par un crissement désagréable de métal déchiré. Une seconde plus tard, un panache de fumée noire et grasse jaillit de la poupe. Ce n'est pas une détonation de munitions, c'est un incendie dans le compartiment moteur. Nous avons coupé les conduites de carburant et l'essence a jailli sur le bloc-cylindre brûlant. L'équipage de la deuxième machine est encore vivant. Leurs tourelles commencent à tourner fébrilement, essayant de trouver l'agresseur, mais ils sont aveugles. La fumée de leur propre moteur leur voile l'optique, et notre Valentine a déjà disparu. On décroche. Ma voix dans le laryngophone sonne sèche, sans émotion. Vassia, barre à gauche, dans les buissons. Ne les laisse pas régler leur tir au son. La machine britannique démontre à nouveau les miracles de son étrange maniabilité lente. Le Valentine ne s'est pas volé comme un BT et ne s'est pas écrasé par la masse comme un KV. Mais dans cet enfer argileux, sa suspension fonctionne parfaitement. Les bogies à ressort roulent doucement sur les racines et les bosses. Les chenilles à petits maillons trouvent de l'adhérence là où les larges patins des T-34 se transforment en ski. Nous ne roulons pas, nous coulons sur le fond du ravin, changeant de position. C'est une danse dans la boue. Une danse lente, lourde, mortellement dangereuse. En haut, la panique commence. Le troisième char allemand, fermant la colonne, ouvre le feu. Il ne voit pas de cible, il a juste peur. La peur force son pointeur à appuyer sur la détente de la mitrailleuse jumelée. Les traçantes traversent en éventail le brouillard au-dessus de nos têtes, coupant les sommets des broussailles. Les branches tombent sur le blindage avec un bruit mou. Ils tirent sur une zone, essayant de tâter les canons anti-chars russes qui ne sont pas là. Il ne leur vient pas à l'idée qu'ils sont méthodiquement fusillés par un seul char léger rampant sous leurs pieds. « Chargez !» aboie Ryabov. Dans sa voix est apparue une assurance méchante. Il ne geint plus. Il a compris le goût du sang. Il a compris que nous sommes des chasseurs. Attendre, je le freine. Laisse le troisième s'agiter. Et le troisième s'agite. J'entends son moteur rugir. Le pilote mécanicien du dernier Panzer voit devant lui la poupe en feu de son camarade et la carcasse du premier char. Il comprend qu'il est tombé dans un sac de feu. La logique lui dicte la seule solution. Arrière. Sortir de la zone de destruction. Sauver la machine. Mais ici, entre en vigueur la troisième loi de la guerre, après la balistique et la géométrie. La géologie. Le sol au bord du ravin est traître. Il tient tant qu'on roule tout droit. Mais dès qu'on commence une manœuvre brusque, le gazon s'arrache, mettant à nu une argile savonneuse comme du sein doux. L'Allemand met plein arrière,
et essaie simultanément de tourner la machine pour présenter le blindage frontal au danger. C'est une erreur. L'erreur fatale du paniqueur. 25 tonnes d'acier allemand sur des chenilles étroites commencent à glisser. Le grincement des chenilles change de tonalité. Ce n'est plus le claquement du métal sur le sol, c'est le hurlement impuissant d'une transmission qui patine. Je ne regarde même pas dans le viseur, j'écoute simplement. Le son du moteur est déchirant, il hurle aux limites du régime, mais il n'y a pas de mouvement. Il s'est posé, constate le mécanicien Vassia. Posé sur le ventre, l'ordure. Tu entends, commandant? Les chenilles tournent à vide. Je lève le périscope. Le vent soulevé par l'incendie du deuxième char dissipe un peu le brouillard. Je vois la silhouette du troisième. Il se tient incliné, le nez en l'air, la poupe glissant vers nous. Il a arraché le gazon et s'enterre maintenant lui-même. Plus il met les gaz, plus il s'assoit profondément par le fond dans la boue liquide. Il est immobilisé. Son canon regarde le zénith, inutile comme un poteau télégraphique. Le deuxième char brûle déjà pour de bon. Les flammes ont atteint les munitions et des gerbes d'étincelles commencent à jaillir des écoutilles. L'équipage saute. Je vois des silhouettes en combinaison noire tomber dans la boue, ramper loin du brasier. Je n'ai pas d'obus à éclat. Je ne peux pas les couvrir d'explosifs. Je ne peux que regarder comment ils courent. Ma mitrailleuse Besa se tait. Aucun sens de gaspiller une bande sur de l'infanterie qui est déjà hors jeu. Qu'ils courent. Qu'ils racontent aux leurs que la mort habite dans ce ravin. Le troisième ouvre les écoutilles, crie Ryabov. Effectivement, l'équipage du char enlisé n'a pas attendu son tour. Ils ont entendu comment est mort le premier. Ils voient comment brûle le second. Ils comprennent qu'ils sont assis dans une cible immobile et que le prochain perforant leur arrivera dans le flanc d'une seconde à l'autre. Les nerfs lâchent, le sang-froid allemand, la discipline vantée. Tout cela tombe en poussière quand on reste seul face à un tueur invisible dans le brouillard. Les écoutilles de la tourelle s'ouvrent grand. 5 tankistes tombent comme des petits pois sur la terre et disparaissent dans les buissons, abandonnant une machine parfaitement intacte et apte au combat. La peur s'est avérée plus efficace que l'obus. Nous avons vaincu le troisième char sans tirer un seul coup sur lui. C'est une victoire pure de la psychologie et du terrain sur la technique. Dans le ravin, le silence revient, troublé seulement par le crépitement de l'incendie. 2 torches sur le bord éclairent à travers le brouillard en taches oranges. « Fin de l'alerte de combat », dis-je en me renversant sur le dossier du siège. Mon dos est trempé. Mes mains tremblent si fort que je ne peux pas dégrafer le col de ma gymnastiurka. Nous l'avons fait. 3-4 Allemands. La terreur des champs. Les meilleurs chars de la Wehrmacht à ce moment. Et nous, 3 hommes dans une boîte de conserve avec une perforeuse à la place du canon. Nous ne les avons pas détruits par héroïsme. Nous les avons détruits parce que je connaissais la carte. Je connaissais les possibilités de ma machine et je savais que l'Allemand, sûr de la victoire, devient insouciant. « Sergent !» La voix de Ryabov tremble. Mais maintenant, il y résonne quelque chose qui ressemble à une terreur révérencieuse. On les a tous. Tous les 3. Pas nous, corrigeai-je. C'est leur propre arrogance qui les a tués. Et notre boue. Nous avons juste appuyé sur la détente. Je regarde ma montre. Il ne s'est écoulé que 40 minutes depuis le début de l'attaque. Le bataillon est anéanti. La compagnie de Sokolov a brûlé. La cote 208-0 n'est pas prise. Mais ici, sur un étroit secteur du front, dans un ravin sans nom, nous avons gagné notre petite guerre privée. Nous avons préservé le char. Nous avons préservé les vies. Et nous avons infligé à l'ennemi des dégâts qui dépassent 3 fois notre propre valeur. C'est ça la guerre. Pas de belles attaques avec des drapeaux déployés, mais un travail sale et lourd dans un trou, où survit celui qui sait attendre et frapper dans le dos. « Vassia, coupe !» commandai-je. « On écoute les terres.
Il faut comprendre ce qu'il y a là-haut. Le moteur se tait. Maintenant, on entend comment là-haut, sur la route, les munitions explosent dans le deuxième char. Boum, boum, boum. Comme un feu d'artifice. Un salut en l'honneur de notre compagnie défunte. Mais il n'y a pas de joie. Seulement un vide. Un sentiment lourd, plombé, de fatigue. Je sais que ce n'est pas encore la fin. Nous devons sortir. Nous devons retourner vers les nôtres. Et ce sera l'épreuve la plus difficile. Parce que là-bas, chez les nôtres, on ne nous attend pas comme des vainqueurs. On nous attend comme ceux qui ont survécu là où tous sont morts. Et on aime moins les survivants que les héros morts. Le héros mort est commode, il se tait et sert d'exemple. Le témoin vivant de la défaite est un problème. « Commandant », demande doucement le mécanicien. « Et qu'est-ce qu'on dira? Enfin, quand on rentrera ?»« La vérité », réponds-je, en sortant une cigarette. Mes mains tremblent encore, et l'allumette casse. On dira qu'on exécutait une manœuvre, qu'on a pris position, qu'on a détruit l'ennemi. Et ils croiront? Doute Ryabov. Le commissaire, il a bien vu qu'on reculait. Ils croiront. J'allume enfin et tire une longue bouffée. La fumée âcre du tabac bon marché me semble la chose la plus délicieuse que j'ai goûtée de ma vie. Parce qu'on a des preuves. Regarde-les, ils brûlent. 2 brasiers et un cadeau pour l'équipe de récupération. Contre un tel argument, même la cour martiale la fermera. Je regarde dans l'épiscope les carcasses finissant de brûler. Le chaos dans le brouillard est terminé. Il ne reste que les mathématiques de la guerre. 3 moins 1, en notre faveur. Mais au compte total, nous sommes quand même en profond déficit. 8 de nos équipages contre 3 Allemands. L'échange n'est pas en notre faveur. Mais si nous étions allés de front, le score aurait été 8-0. J'ai sauvé une unité. Une petite unité misérable dans l'équation de la mort. Et cela me suffit pour ne pas me mettre une balle dans la tempe. Le retour vers les nôtres s'avère plus effrayant que d'être assis en embuscade. Quand tu es au combat, tu as un ennemi, clair, étranger, parlant une autre langue. Tu sais qu'il veut te tuer, et tu le paies de la même monnaie. C'est un marché honnête. Mais quand tu tournes la tourelle en position de route, et que tu rampes vers les tranchées de l'infanterie, tu tombes dans une zone où les règles changent. Ici, on te juge non pas sur l'efficacité du feu, mais sur la quantité de boue et de sang sur ta gymnastiorka. Et nous sommes propres. Mon Valentine s'extrait du ravin, rugissant péniblement de son diesel. Les chenilles glissent sur la pente argileuse, mais l'acier britannique tire. Nous sortons sur le plateau, là d'où 40 minutes plus tôt a commencé cette maudite attaque. Le brouillard commence à se déchirer par lambeaux, comme un vieux chiffon. Le vent le chasse, dévoilant le panorama de ce qui reste de la 2e compagnie. Ce n'est pas un champ de bataille. C'est un cimetière de technique. 7 brasiers noirs et fumants. Le T-34 du commandant Sokolov est là, le canon planté en terre. L'écoutille du mécanicien est arrachée par l'explosion. Une fumée épaisse et grasse sort encore de l'intérieur. Les T-70 finissent de brûler comme des boîtes d'allumettes. Autour d'eux, la neige et l'argile sont mélangés en une bouillie noire. On ne voit pas les corps. Ils sont soit recouverts de terre par les explosions, soit restés à l'intérieur des cercueils d'acier. Le silence est tel que le cliquetis de nos chenilles semble un sacrilège. Nous passons à côté. Je regarde dans l'épiscope et je me sens comme un pilleur venu sur les cendres une fois l'incendie terminé. Mon char est intact, pas une égratignure, pas une bosse. Même la peinture sur les flancs n'a pas brûlé, juste éclaboussée de boue.
Sur fond de ce carnage, nous avons l'air indécemment vivants, indécemment entiers. Cela soulève des questions, et je sais que ces questions, on va me les poser maintenant. Nous approchons de la ligne de nos tranchées. L'infanterie qui devait soutenir l'attaque est couchée, pressée contre les parapets. Ils ne sont pas allés de l'avant. Ils ont vu comment on a brûlé les chars et sont restés sur place. Cela leur a sauvé la vie, mais maintenant, il leur faut une justification. Et la meilleure justification pour un soldat n'ayant pas exécuté un ordre, c'est de trouver un coupable. Celui qui a trahi. Celui qui n'est pas mort avec tout le monde. Je coupe le moteur à 20 mètres de l'abri de commandement. Le diesel se tait avec un soupir doux. L'écoutille claque. Je m'extrais dehors. L'air froid de novembre brûle les poumons après l'atmosphère viciée du compartiment de combat. Les jambes sont en coton, les genoux fléchissent. Je saute sur le blindage, puis sur le sol. Les bottes font floc dans la gadoue. On me regarde. Des dizaines d'yeux. Des tranchées, de derrière les buissons, des embrasures, des casemates. Des regards lourds, sombres, piquants. Il n'y a pas de joie dedans que quelqu'un soit revenu. Il y a de la suspicion. Je vois les visages des soldats, gris de manque de sommeil et de froid, barbouillés de suie. Quelqu'un a la tête bandée, une tache brune perce à travers les pansements. Ils regardent ma pelisse propre, mon char intact, et je ressens physiquement leur haine. Vivant, parvient une voix pleine de venin. Dis donc, même pas noirci. Un homme en long manteau vient vers moi. Le commissaire politique. Je le connais. Commissaire de bataillon dont personne ne se rappelle le nom, seulement le grade. Il a survécu. Bien sûr qu'il a survécu. Il observait l'attaque aux jumelles depuis l'abri. Son visage est déformé par la rage, ses lèvres tremblent. Il marche à grandes enjambées, éclaboussant debout, la main posée sur l'étui de son tété. « Korneev !» Son cri écorche les oreilles. « Ordure ! Traître !» Ryabov et le mécanicien sortent des écoutilles, mais restent sur le blindage. Ils ont peur de descendre. Ils voient le commissaire et se pressent instinctivement contre la tourelle, comme contre un unique protecteur. Je suis debout sur le sol, seul. Le commissaire fonce sur moi, me saisit par le col. Il sent le tabac et l'eau de Cologne. Une odeur étrange, paisible, déplacée ici, parmi l'odeur de cadavres brûlés. « Où est la compagnie ?» hurle-t-il à mon visage en postillonnant. « Où est Sokolov? Pourquoi es-tu ici? Pourquoi n'es-tu pas là-bas, avec eux ?» Je me tais. Je le regarde dans les yeux. Il y a de la peur dedans. La peur de la responsabilité pour l'attaque ratée. Il doit écrire un rapport. Il doit expliquer à l'état-major pourquoi 8 chars ont brûlé et la hauteur n'est pas prise. Et je suis pour lui le bouc émissaire idéal. Le lâche qui s'est enfui, a brisé la formation et a ainsi perdu l'attaque. C'est une version commode, cohérente. « J'ai vu !» continue-t-il en me secouant. « J'ai vu comment tu as fait demi-tour, comment tu as reculé dans le ravin. Tout le monde mourait, allait à la mort, et toi tu sauvais ta peau. Cours martial, je te fusille ici même, devant les rangs, pour lâcheté et trahison de la patrie. » Autour, les soldats se rassemblent. Ils referment le cercle. Figures sombres, silencieuses dans des manteaux gris. Ils attendent. Ils ont besoin de justice. Ils ont besoin de voir le sang de celui qui s'est avéré plus rusé que la mort. C'est un vieil instinct de meute, déchiqueter celui qui est sorti du rythme commun, même si ce rythme menait au précipice. Je retire lentement, très lentement ses mains de mon col. Mes doigts couverts d'huile et de suie laissent des traces noires sur son drap propre. « Enlève tes mains, commissaire », dis-je doucement. Ma voix est rauque, cassée par la fumée des cigarettes et les cris de commandement. « Et ne gueule pas.
Les Allemands vont entendre. Tu vas en plus me donner des ordres, déserteur? Il dégaine son pistolet. Le canon noir du TT regarde ma poitrine. À genoux! Ryabov, sur le blindage, sanglote. Le mécanicien tend la main vers l'écoutille, peut-être pour un démonte-pneu, mais se fige. Contre un pistolet, le démonte-pneu n'est pas un argument. Je ne suis pas un déserteur, dis-je en regardant le canon. Étrangement, je n'ai pas peur. Après avoir regardé dans la gueule d'un Panzer à 30 mètres, ce petit pistolet semble un jouet d'enfant. Je suis le commandant d'un char qui a rempli sa mission de combat. « Quelle mission ?» hurle le commissaire. « Ta mission était de crever sur la hauteur, comme tout le monde. »« Ma mission est de détruire l'ennemi, tranchai-je, et non de brûler dans un champ pour un beau rapport. » Je tourne le dos au pistolet. C'est un risque. Il peut tirer. Mais je sais qu'il ne tirera pas. Il a besoin de témoins de ma honte, pas d'un cadavre qui ne dira rien. Je lève la main et pointe vers l'est, là où le brouillard s'est définitivement dissipé au-dessus du ravin. « Regarde, dis-je. Regarde là-bas, commissaire. Pas dans tes papiers, mais dans le champ. » Tous tournent la tête. Le commissaire, l'infanterie, mes tankistes. Dans la déchirure du brouillard, au bord du ravin, on voit 3 colonnes noires de fumée. Elles montent verticalement, grasses, épaisses. Le vent apporte l'odeur de caoutchouc brûlé et d'essence. Ce ne sont pas nos chars. Les nôtres brûlent plus près. Ceux-là sont là où, il y a encore 10 minutes, étaient les positions allemandes. « Tu vois ?» demandai-je. « Ce sont 3 Panzers allemands, modèle 4, ceux-là même qui ont brûlé notre compagnie. » Le silence change de tonalité. Maintenant, ce n'est pas le silence d'un lynchage, c'est le silence de l'incompréhension. Les gens n'arrivent pas à relier les faits. Un petit char britannique ridicule, avec un canon perforeuse, est revenu intact, et 3 lourdes machines allemandes brûlent. Cela ne rentre pas dans leur vision du monde, où la guerre est toujours sacrifice et sang. On les a pris de flanc, continuai-je sèchement, comme à un cours à l'école militaire, par le ravin. Pendant qu'ils fusillaient les nôtres de front, nous les avons fusillés à bout portant. 3 machines, 2 détruites, 1 abandonnée par l'équipage. La hauteur est libre de blindés. L'infanterie peut y aller. Il n'y a plus de mitrailleuses là-bas. Le commissaire baisse son pistolet. Sa bouche est entr'ouverte. Il regarde tantôt moi, tantôt la fumée au loin. Son modèle est brisé. Le héros doit être mort ou blessé. Le héros doit endurer. Et là, je suis debout, entier, calme, sur un char entier, et je parle de la physique du combat. « Tu mens », chuchote-t-il, mais déjà sans assurance. « Tu ne pouvais pas. Tu as un canon. De 45. »« 40, corrigeai-je. 40 mm d'acier britannique. Suffisant si on a un cerveau et pas seulement le règlement dans la tête. » Je me tourne vers mon équipage. « Ryabov, Vassia, descendez. La guerre est finie pour aujourd'hui. Coupez la radio, fermez les écoutilles. Et trouvez à manger. » Les fantassins s'écartent. Dans leurs yeux, il n'y a plus de haine. Mais il n'y a pas non plus d'amour. Quelque chose d'autre est apparu. Une aliénation froide. Ils nous regardent comme des extraterrestres, comme des sorciers qui ont trompé la mort. Nous sommes devenus des étrangers. Nous avons survécu là où ils s'apprêtaient à mourir. Nous avons violé leur rituel de sacrifice par notre professionnalisme. « Tu passeras quand même en cour martiale, Korneïev », dit doucement le commissaire dans mon dos, rangeant son pistolet. « Pour inexécution de l'ordre direct d'attaquer de front. On ne juge pas les vainqueurs, tu dis ? On verra. Ici, ce n'est pas l'Europe. Ici, nous avons nos propres règles. » Je ne me retourne pas.
Je vais vers la cuisine de campagne. Je me fous de ces menaces. Je sais que demain l'équipe de récupération viendra, verra les chars allemands avec des trous dans les flancs et dressera un acte. Le papier supporte tout. Et la cour martiale, eh bien, qui juge? Il est plus difficile de juger un vivant que de décorer un mort. Mais à l'intérieur de moi, c'est le vide. Je regarde mes mains. Et sont noires d'huile. J'essaie de les frotter avec un chiffon, mais la crasse s'est incrustée dans la peau pour de bon. Comme ce sentiment de culpabilité. Culpabilité d'avoir raison. Culpabilité d'être vivant alors que Sokolov ne l'est pas. Le prix de la rationalité s'est avéré élevé. Nous avons acheté notre vie, mais nous l'avons payée par la solitude. Parmi les nôtres, nous sommes désormais des parias, les malins, ceux qui ont survécu. Et cette marque brûlera plus fort que n'importe quel obus allemand. La cour martiale n'a pas eu lieu. La guerre, c'est d'abord de la comptabilité, et seulement ensuite de l'idéologie. Le lendemain, l'équipe de récupération est arrivée. 2 techniciens âgés et un lieutenant avec un dossier. Ils ont rampé dans le ravin en jurant contre la boue. On mesuré les impacts dans les flancs des chars allemands, ont recompté les carcasses brûlées et ont dressé un acte. L'arithmétique s'est avérée plus forte que le règlement. 3 panzers détruits en échange de 0 perte chez nous. C'était un débit et crédit qui convenait même à l'officier du NKVD. L'affaire de lâcheté et d'inexécution d'ordre s'est dissoute doucement dans la paperasse de l'état-major, se transformant en une ligne sèche de rapports de combat. Le char du sergent Korneev, utilisant les plis du terrain, a infligé une défaite par le feu à l'ennemi. Mais je ne suis pas devenu un héros. Les ordres de l'Étoile rouge et, pour le courage, sont allés à titre posthume aux équipages brûlés sur le champ. À eux la gloire, les grands discours du commissaire politique et les petites pyramides en contreplaqué avec des étoiles. À moi les regards soupçonneux et le surnom collé à jamais, le malin. Dans l'infanterie, on chuchotait que Korneev avait vendu son âme, qu'il était ensorcelé, qu'il s'était planqué pendant que les autres versaient leur sang. Personne ne voulait entendre parler de millimètres de blindage et d'angles de tir. Pour le soldat russe, élevé dans le sacrifice, la survie par la retraite est quelque chose de honteux, d'impur. Nous sommes devenus des parias dans notre propre bataillon. L'équipage dit Valentine qui est trop intelligent pour mourir. Le soir descend sur la ligne de front comme une couverture lourde et humide. Nous sommes assis près d'un feu allumé, dans un baril de gasoil vide, pour que la lumière ne se voie pas des airs. Près de moi s'est installé un jeune lieutenant, tout juste sorti de l'école. Uniforme tout neuf, baudrier qui grince, yeux clairs où brûle la soif d'exploit. Il est arrivé pour remplacer Sokolov. Il regarde mon char, le frein de bouche noirci, puis moi. Il brûle de demander, mais il est intimidé par mon regard lourd et vide. « Camarade sergent », se décide-t-il enfin, « c'est vrai ce qu'on dit? Que vous, enfin, avez reculé ?» Je tourne lentement la tête. Le feu dans le baril jette des ombres dansantes sur mon visage. J'ai 25 ans, sur le passeport. Mais dans le petit miroir collé à l'intérieur de la tourelle, un vieillard me regarde, avec des rides profondes près de la bouche et des cheveux gris sur les tempes. La guerre ne vieillit pas par les années, mais par la peur vécue et les décisions prises. « C'est vrai, lieutenant », réponds-je, en jetant un morceau de caisse dans le feu. J'ai reculé, et je reculerai encore s'il le faut. Le lieutenant fronce les sourcils. On lui a appris autre chose. On lui a appris pas un pas en arrière. On lui a appris à se jeter sous les chars avec des grenades. Pour lui, mes mots sont une hérésie.
Mais, et l'honneur, chuchote-t-il avec ferveur. Et l'ordre? Si tout le monde commence à ruser, qui va se battre? J'ai un petit rire. C'est un rire méchant, amer, qui donne la chair de poule au lieutenant. Se battre, lieutenant, ne veut pas dire mourir. C'est un travail lourd, sale, puant, consistant à détruire la force vive et la technique de l'ennemi. Un soldat mort est un déchet dans le travail. C'est un outil cassé qui n'apporte plus d'utilité. Je sors ma blague à tabac, roule une cigarette. Mes doigts ne tremblent plus. Le tremblement est parti, laissant derrière lui un calme de pierre. « Retiens bien, commandant », dis-je en recrachant la fumée vers le ciel étoilé. L'héroïsme est souvent la conséquence de l'erreur de quelqu'un. S'il faut couvrir une embrasure avec sa poitrine, cela veut dire que quelqu'un avant n'a pas supprimé la mitrailleuse avec l'artillerie. S'il faut éperonner, cela veut dire que tu as raté ton tir ou mal calculé ta manœuvre. Le lieutenant se tait, digérant. Je vois son monde noir et blanc s'effondrer. « Ne cherche pas les ennuis », continuai-je en le regardant droit dans les yeux. « Ne cherche pas une belle mort. Il y en a plein ici. Elle n'est pas chère. Cherche le moyen d'accomplir la tâche et de revenir. Qu'on te traite de lâche pendant 5 minutes. Que le commissaire gueule, que l'infanterie te regarde de travers. En revanche, après, tu seras un vainqueur vivant toute ta vie. Et le héros mort, il n'est beau que dans le journal. Dans la terre, il pourrit tout comme le lâche. Seulement le lâche peut encore tirer. Et le héros, non. Je me tais. Le souvenir de Sokolov me frappe au ventre. Je me souviens de sa voix dans l'éther, de son désespoir. Il était courageux. C'était un vrai officier. Et il est mort. Et moi, le sergent Korneev, tankiste, petit malin, sur une boîte de conserve anglaise, je suis assis ici, je me chauffe les mains et je fume. Est-ce juste? Non. Est-ce rationnel? Oui. La guerre n'aime pas les héros. Elle les dévore, les broie et les recrache sous forme d'avis de décès. La guerre aime les professionnels. Ceux qui connaissent les caractéristiques techniques de leur machine jusqu'au dernier boulon. Ceux qui savent que le boulet de 40 mm ne prend pas le front, mais perce le flanc. Ceux qui savent attendre dans la gadoue glacée dans le ravin que l'ennemi commet une erreur. Ceux qui comprennent que le char n'est pas un char de gloire, mais une construction d'ingénierie avec un ensemble de limites. Mon Valentine est un peu à l'écart, bloc sombre sur fond de forêt. Il est étroit, il est froid. Il a un canon faible et pas d'explosif. Mais il nous a sauvés. Ce n'est pas le blindage qui a sauvé, mais la compréhension de comment utiliser ce blindage. C'est le prix de la rationalité. Nous avons payé la vie avec notre réputation. Nous avons acheté des billets pour demain avec une monnaie qui n'a pas cours ici. Le calcul froid. Le lieutenant se lève. Il a l'air perdu. Ma vérité est trop lourde pour lui. Il part dans l'obscurité, vers son peloton. Peut-être oubliera-t-il mes paroles et brûlera-t-il demain dès la première attaque. Ou peut-être, un jour, quand viendra l'ordre d'aller à l'abattoir, se souviendra-t-il du sergent Korneev et trouvera-t-il son ravin. Et alors, nous aurons un équipage entier de plus. Le feu dont le baril s'éteint, les braises luisent pourpres, comme les yeux de ces panzers dans le viseur. Je sais que ce combat n'est pas le dernier. Il y aura de nouvelles hauteurs, de nouveaux ordres d'aimants, de nouvelles ménageries allemandes, des tigres, des panthères. Notre 2 livres deviendra bientôt totalement inutile. Il nous faudra inventer quelque chose de nouveau, chercher de nouvelles vulnérabilités, avoir de nouveau l'air de lâche pour frapper dans le dos. Mais ce sera demain. Et aujourd'hui,
Nous sommes vivants. Nous avons préservé l'unité de combat. Et tant que les chenilles tournent, tant que le diesel pétarade et que les mains peuvent tenir les leviers, nous ferons notre travail. Sans pathos, sans hystérie, sans espoir de gloire. Simplement parce que la victoire se forge non seulement par la bravoure du cœur, mais aussi par la froideur de l'esprit. Et parfois, pour vaincre l'ennemi, il faut d'abord vaincre en soi le désir d'être un héros. Je jette le mégot dans la neige, il siffle et s'éteint. Un son bref, semblable à un coup de feu. Point final.